Ça avait commencé comme n'importe quel jour. Un jeune homme noir rentrait tranquillement de l'université, le cœur encore imprégné de la conférence qu'il venait de suivre sur les luttes post-coloniales et les formes modernes de résistance. Mais ce jour-là, un regard lourd s'était posé sur lui. Celui d'un homme brisé, rongé par ses propres démons et par une obsession née de frustration, de préjugés et d'un ego blessé. Adrien Morel, un policier autrefois décoré, aujourd'hui rétrogradé, mais toujours en uniforme, décidé à exercer un contrôle qu'il croyait lui être dû. Ce qui aurait dû être un simple échange a viré au cauchemar, une humiliation publique. Des mots venimeux, des gestes menaçants, des accusations infondées et une spirale d'arrogance policière nourrie par l'impunité. Ce que Morel ignorait, c'est que Malik n'était pas un étudiant ordinaire et que son père, longtemps absent à cause de ses affectations, n'était pas qu'un militaire. Il était une légende silencieuse dans les rangs des forces spéciales françaises. L'un de ces hommes qu'on envoie là où l'on n'a plus d'espoir, là où l'échec n'est pas une option. Et quand il apprendrait que son fils avait été ciblé, menacé, humilié en pleine rue, son retour ne serait pas celui d'un simple père. Ce serait celui d'un homme pour qui justice et honneur n'étaient pas de vains mots. Ce serait le début d'un séisme. Mais ce jour-là, dans les rues bordées d'arbres de Belle-Rivière, rien ne laissait présager l'orage. La lumière du soleil s'étendait paresseusement sur les pelouses bien entretenues, les oiseaux chantaient et des enfants jouaient à l'ombre des grands chênes. C'était un après-midi de calme apparent, un décor parfait pour masquer les tensions invisibles qui s'y dissimulaient. Malik marchait seul, son sac en bandoulière, son casque autour du cou, laissant échapper parfois quelques notes de jazz moderne qu'il avait découvertes récemment. Son pas était lent, son regard doux, plongé dans ses pensées. Il venait de finir une dissertation sur la mémoire collective dans les pays africains post-indépendance. Il pensait à ses sources, aux corrections à apporter, à ce que son professeur lui avait dit. C'est ce qui le rendit moins attentif au bruit derrière lui. Quand il sentit le moteur, déjà trop près, ce fut comme un réveil brutal. Une voiture banalisée de la police, au profil familier. Vitres baissées, rythme lent. Il se redressa immédiatement. Les battements de son cœur accélérèrent sans qu'il n'ait encore vu le conducteur. Mais il savait. Le véhicule freina à sa hauteur. Le regard du policier accrocha le sien, glacial, sans cligner. Malik reconnut tout de suite le visage. Adrien Morel. Il l'avait déjà vu dans les journaux il y a des années, lorsque cet homme avait été au cœur d'une affaire d'usage excessif de la force. Blanchi faute de preuves. Promu un temps, puis oublié. Morel l'observait comme un chasseur observe une proie. Pas un mot au début, juste ce regard. Puis « Arrête-toi » lança-t-il d'un ton sec sans même sortir du véhicule. Malik s'arrêta, leva doucement les mains à mi-hauteur. Il savait quoi faire, on lui avait appris. Ne pas discuter, ne pas se montrer menaçant. Garder une voix calme. Montrer ses mains. Ne jamais tourner le dos. « Bonjour, monsieur l'agent » dit-il posément. Morel sortit alors du véhicule. Il était plus grand que dans le souvenir que Malik avait de ses photos. Massif, mâchoire serrée, une main proche de son étui à armes. « Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier » demanda-t-il avec une méfiance teintée de mépris. « Je rentre chez moi après les cours, monsieur. »« C'est ton quartier, ça » fit Morel en plissant les yeux. « Oui, j'habite à 3 rues d'ici. Tu as une pièce d'identité ?»« J'ai ma carte d'étudiant. » « Main bien en vue. » Malik obéit, lentement, en expliquant chacun de ses gestes. Il désigna la poche intérieure de sa veste. Morel ne dit rien, mais son corps était tendu comme une corde. Il attrapa la carte entre 2 doigts, comme s'il manipulait un objet sale. Il la regarda quelques secondes, puis la lui rendit avec un geste brusque. « Tu vis vraiment ici? C'est ça ton histoire? Et tes parents? » « Ma mère est à la maison. Mon père est en mission à l'étranger. » Un ricanement s'échappa des lèvres du policier. « Oh, vraiment? Et il fait quoi? Des missions secrètes ?» Il se moquait ouvertement, sa voix forte maintenant, voulant être entendue. « Mon père est dans les forces spéciales. » Le rire de Morel redoubla sans retenue. « Bien sûr. Et moi je suis le président, hein? C'est ça ton conte de fées? » Malik sentit ses joues chauffer, mais il serra les dents. Ce n'était pas le moment de réagir. Pas ici. Pas face à cet homme. Ce que ni l'un ni l'autre ne voyaient, c'était le rideau à demi tiré de la maison en face. Une silhouette y bougea. Jeanne Roussel,
retraitée, veuve et ancienne institutrice d'histoire. Elle connaissait Malik. Elle l'avait vu grandir. Elle connaissait aussi Morel. Son comportement l'avait toujours inquiétée. Elle tenait son téléphone. Elle n'hésita pas longtemps. Elle appuya sur enregistrer, le cœur serré, inquiète du comportement de l'agent. « Écoute, gamin, » dit Morel en s'approchant, sa silhouette imposante projetant une ombre sur le trottoir. Sa voix se fit plus grave, chaque mot martelé avec une menace à peine voilée. « Arrête ton cirque de père héros, t'as rien à faire ici. » Malik garda les yeux levés, le visage calme malgré le feu intérieur qui le consumait. Il avait appris à rester digne, même dans l'injustice. « Tout ce que j'ai dit est vrai, monsieur, » répondit-il avec une sincérité limpide. Le regard de Morel s'assombrit, incapable de supporter la droiture tranquille de Malik. « Tire-toi d'ici, » cracha-t-il. « Et fais attention, la prochaine fois, ce sera pas aussi facile. » Malik reprit lentement son sac, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il fit demi-tour sans courir, refusant de fuir comme un coupable. Mais derrière lui, il entendit Morel marmonner dans son talkie. Encore un rêveur avec un père fantôme. À quelques mètres, derrière ses volets entr'ouverts, Jeanne Roussel posa son téléphone sur la table, le souffle court. Elle connaissait ce garçon. Elle se souvenait de son père, discret mais poli, toujours en tenue militaire lorsqu'il revenait en permission. Elle savait que Malik disait vrai. Pendant ce temps, chez les Doumbia, Aïcha remuait une sauce sur le feu, le parfum d'épices flottant dans la cuisine. Elle entendit la porte s'ouvrir, puis les pas lents de son fils. En un seul regard, elle comprit. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-elle en éteignant le feu. Malik s'assit sans un mot. Puis, lentement, il raconta. Les mots sortaient brisés, lents. Le ton de Morel, les questions piégées, la moquerie sur son père. Le regard d'Aïcha se durcit. « Encore Morel ?» La colère montait dans sa voix. Malik hocha la tête. « Il m'a traité de menteur. Il s'est moqué quand j'ai dit que papa était dans les forces spéciales. » Elle s'assit à côté de lui prit la main et la serra fort. « Tu n'as rien fait de mal. Ce genre d'homme refuse de voir la vérité, surtout quand elle ne rentre pas dans leur case. » Ce soir-là, Malik reçut une notification. Un message de Jeanne. « J'ai vu ce qui s'est passé. Si tu as besoin, je suis là. » Il lut les mots plusieurs fois avant de répondre simplement. « Merci. » Il resta un moment à fixer l'écran. Un simple mot, mais chargé d'un soulagement inattendu. De l'autre côté de la ville, Morel claqua la porte de chez lui avec frustration. Son appartement sentait le renfermer. Il alluma sa vieille lampe de bureau et alluma son ordinateur. Il tapa rapidement « Bakari Doumbia, militaire, dossier personnel ». Rien. Puis il tenta via une interface sécurisée de la police. Accès refusé. Il insista, passa par des chemins détournés. Même résultat. Dossier classifié. Chaque blocage alimentait sa colère. Qui était cet homme pour que son dossier soit verrouillé? Quelle vérité se cachait derrière ce nom? Morel ne supportait pas de ne pas avoir le contrôle. Les jours suivants, il se lança dans une traque personnelle. Il surveilla Malik à distance. Le vit entrer à la bibliothèque, ressortir avec des livres, passer au petit marché du coin, aider une vieille dame à porter ses sacs. Rien d'illégal, rien de suspect. Mais pour Morel, c'était insupportable. L'absence de faute devenait en elle-même une provocation. Alors il décida d'en créer une. Il se rendit dans la salle de contrôle des caméras municipales en prétextant une enquête. Il copia des images de Malik entrant dans le centre communautaire pour son tutorat bénévole. Puis, grâce à un logiciel de montage illégal téléchargé sur une clé USB, il modifia la vidéo. Il coupa les scènes où Malik entrait avec les enfants, la transformant en un court extrait flou où l'on voyait une silhouette proche d'une porte mal fermée. Le cadre parfait d'un cambriolage simulé. Le lendemain, il déposa un rapport officiel. Tentative d'intrusion dans un bâtiment public. Et proposa le nom d'un suspect, Malik Doumbia. Son supérieur, le commandant Bernard Lefebvre, reçut la demande sur son bureau. Il fronça les sourcils. « Tu es sûr de toi, Morel. Ce garçon n'a jamais eu de problème. Je le surveille depuis une semaine. Il cache quelque chose. C'est un fauteur de troubles. Il est juste plus malin que les autres. » Lefebvre hésita. Il savait que Morel avait des antécédents, mais il savait aussi que s'il refusait sans preuve, Morel hurlerait à l'entrave. Contre son instinct, il signa, et c'est ainsi que le piège se referma. Le lendemain, Malik sortait de l'amphithéâtre principal,
discutant avec 2 camarades, quand Morel l'attendit devant l'entrée. « Malik Doumbia, tu viens avec moi, dit-il en s'approchant. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Tentative de cambriolage. On a les images. Mais je n'ai rien fait. » « Tu pourras t'expliquer plus tard, grogna Morel, l'attrapant fermement par le bras. Les voix s'élevèrent. Les étudiants se retournèrent. Certains sortirent leur téléphone. Ils commencèrent à filmer la scène. Quand Jeanne vit les images de l'arrestation circuler sur les réseaux sociaux, ses mains tremblèrent. Le visage de Malik confus, humilié, menotté devant ses camarades. Elle sut qu'elle ne pouvait pas rester spectatrice. Elle s'habilla à la hâte, attrapa son téléphone et marcha jusqu'au poste de police, le cœur battant. Elle poussa la porte, salua la réceptionniste et demanda fermement « Je dois voir le commandant Lefebvre. C'est urgent. » Quelques minutes plus tard, elle se retrouva dans le bureau exigu du commandant. Il leva les yeux, surpris. « Madame Roussel, que puis-je faire pour vous? » « Il s'agit de Malik Doumbia, l'arrestation d'hier. Je crois que vous faites une erreur. » Elle ouvrit son téléphone, trouva la vidéo filmée devant chez elle. La scène avec Morel, l'interpellation injustifiée, les menaces. Lefebvre la visionna sans un mot. Puis il demanda « Il ne m'a jamais parlé de cet incident. » Jeanne ne cilla pas. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce garçon disait la vérité. » Lefebvre pinça les lèvres. Il appela aussitôt 2 officiers de confiance. Des vérifications furent lancées dans l'heure. Les images que Morel avait fournies furent analysées. Un technicien remarqua des anomalies, des coupures dans les métadonnées, des raccords flous, une compression suspecte. Un expert en informatique confirma « les vidéos avaient été trafiquées. L'arrestation de Malik n'était pas seulement une erreur, c'était une manipulation. » À peine quelques heures plus tard, Lefebvre fit libérer Malik. Il alla personnellement le chercher dans la salle d'attente froide du commissariat. Malik, les traits tirés, se leva en silence. « Malik, dit Lefebvre, la voix lourde, je suis sincèrement désolé. Tu n'aurais jamais dû subir cela. C'est une faute grave, et elle sera réparée. » Dehors, sur les marches du commissariat, Jeanne attendait, les bras croisés. Dès qu'elle le vit, elle courut vers lui et l'enlaça. Malik sentit sa gorge se nouer. « Tu n'es pas seul, lui murmura-t-elle. On t'a vu. On t'a cru. » Il ne répondit pas, mais l'émotion était là, palpable. Mais Jeanne, elle, savait. Ce genre d'histoire ne s'arrête pas avec des excuses. Elle avait vu le regard de Morel. Elle connaissait ce type d'homme. Il n'allait pas abandonner si facilement. Quelques jours passèrent. Malik reprit ses études, essayant de se concentrer malgré le tumulte intérieur. Il savait qu'il était innocent, que la vérité avait éclaté, mais une partie de lui restait sur le qui-vive, comme une ombre qui refuse de se dissiper. Ce soir-là, il resta tard à la bibliothèque universitaire. Un exposé à terminer, des lectures à approfondir. Il quitta les lieux vers 23 heures. La nuit était froide, le campus silencieux. Il glissa ses écouteurs, mais un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna. Rien. Puis soudain, une force brutale le projeta au sol. Il heurta le bitume, son sac glissa loin. Une silhouette familière se pencha sur lui. Morel, en civil, les yeux injectés de rage. « Tu crois que tu peux me ridiculiser » hurla-t-il. « Tu crois que c'est fini ?» Malik tenta de se relever, mais Morel le repoussa violemment. « Ton père, ce soi-disant héros, il ne t'aidera pas. Tu crois que le monde est juste ? Il ne l'est pas pour les gens comme toi. Mais ce que Morel ignorait, c'est qu'il n'était pas seul. » Jeanne, qui passait par là en voiture après une réunion tardive de son association, reconnut la silhouette de Malik au sol. Elle freina net, ouvrit sa portière et hurla. « Hé !» Morel se retourna, surpris. Jeanne sortit son téléphone, déjà en train d'appeler. « Poste de police, j'ai besoin du commandant Lefebvre immédiatement. Une agression, parking bibliothèque, officier Morel impliqué. » Elle descendit prudemment de sa voiture, sans couper l'enregistrement. Morel recula, confus, pris de panique. Quelques minutes plus tard, le parking fut illuminé de gyrophares. Une voiture banalisée se gara brutalement. Lefebvre en sortit, col relevé, mâchoire crispée. « Morel !» hurla-t-il en marchant droit sur lui. « Lâchez-le immédiatement. » Morel hésita, comme figé. « Vous le protégez, vous aussi » cria-t-il. « Vous êtes tous contre moi. » Lefebvre s'arrêta à quelques pas. Il ne cria pas. Il parla calmement, mais chaque mot était tranchant comme une lame. « C'est fini, Morel. Vous êtes suspendu à effet immédiat, et vous êtes en état d'arrestation pour agression, falsification de preuves et abus de pouvoir. »
Morel tenta de parler, mais les agents l'entouraient déjà. Il fut menotté sans résistance. Jeanne, à distance, filmait toujours. Ses mains tremblaient, mais elle tenait bon. « On a assez vu, dit-elle doucement. Cette nuit-là, Malik rentra chez lui à pied, encadré par un officier bienveillant. Devant la maison, Aïcha l'attendait, son visage inquiet éclairé par la lumière du porche. « Ça va, mon fils ?» Il la regarda. Il voulait parler, tout raconter, mais ses jambes tremblaient encore. Alors il se jeta dans ses bras. « Tu es sauf maintenant, murmura-t-elle en le serrant très fort. On est ensemble. » Mais Malik savait que la haine de Morel ne disparaîtrait pas aussi facilement. L'homme avait perdu son badge, sa réputation, son pouvoir, tout ce qui lui donnait un sentiment d'importance. Derrière les barreaux, enfermé dans une cellule froide, Morel ruminait jour et nuit. Son esprit était rongé par la honte, mais encore plus par la rage. Il tenait Malik pour responsable de sa chute. Il le voyait comme l'instigateur d'une cabale, un symbole de tout ce qu'il haïssait. À la prison de Saint-Florent, Morel partageait la cour de promenade avec d'anciens collègues devenus hostiles et des détenus qu'il avait autrefois arrêtés. Mais un homme, lui, ne l'évitait pas. Éric Lemaître, récemment libéré sous caution dans une affaire de violence à caractère raciste. Instable, radicalisé, Lemaître nourrissait une haine profonde du système. Morel le repéra, lui parla en code, à travers des lettres échangées via un contact extérieur. « Ce gamin, écrivait-il, est la cause de tout. Tu veux te rendre utile? Tu veux faire passer un message? » Lemaître, séduit par la perspective d'un acte symbolique, accepta. Pendant ce temps, la vie de Malik reprenait doucement son cours. Il suivait ses cours avec application, tentant de retrouver une routine. Mais il sentait un frisson chaque fois qu'une voiture s'arrêtait un peu trop près. Chaque fois qu'un inconnu le regardait un peu trop longtemps. Il ne le disait pas à sa mère. Il faisait semblant que tout allait bien. Même son père, revenu depuis peu, tentait de lui redonner le goût du quotidien. Mais le danger n'avait pas disparu. Une nuit, alors qu'il rentrait de l'université, Malik descendit du tram et prit le chemin qui longeait le vieux cimetière. Il accéléra un peu. À une centaine de mètres de la maison, une fourgonnette blanche était garée. Il n'eut pas le temps de faire demi-tour. 2 hommes masqués l'attrapèrent. Une seringue. L'odeur âcre de l'éther. L'obscurité. Aïcha, assise dans le salon, regardait l'heure. Malik avait toujours été ponctuel. Quand une demi-heure passa sans nouvelles, elle appela. Pas de réponse. Puis 2. Puis 5. Son cœur s'emballa. Elle alerta immédiatement la police. Lefebvre reçut l'appel et son sang se glaça. Il lança une alerte nationale. Des patrouilles balayèrent la ville, des agents interrogèrent les riverains. Grâce à une caméra de sécurité et à un témoin qui avait aperçu une fourgonnette quitter les lieux à vive allure, ils remontèrent jusqu'à un hangar abandonné à l'extérieur de Belle-Rivière. Mais ce n'était pas Lefebvre qui mena l'opération. C'était Bakary Doumbia. En uniforme, casque vissé sur la tête, fusil à l'épaule, il atterrit en hélicoptère sur les lieux, à la tête d'une unité d'intervention spéciale. Le visage fermé, glacé. C'était un père, mais c'était aussi un professionnel. Il connaissait les risques. Il connaissait les monstres. L'assaut fut donné à 03h12 du matin. Le hangar était sombre, silencieux. À l'intérieur, le maître tournait en rond, nerveux. Malik, attaché à une chaise, le regardait sans dire un mot, les yeux injectés de sang, mais toujours calme. Puis un craquement, une grenade flash, des cris. En quelques secondes, les forces spéciales déferlèrent. Le maître tenta de fuir, mais fut plaqué au sol par 3 agents. Bakary entra le dernier. Il vit Malik, encore vivant, et le monde entier sembla se figer. « Je suis là, fiston. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Malik sourit faiblement, les larmes aux yeux. Il n'avait jamais douté. Pas une seconde. Ce soir-là, Belle-Rivière ne dormit pas. La nouvelle de la libération de Malik se répandit comme une traînée de poudre. Devant l'hôtel de ville, une foule se rassembla spontanément. Des bougies furent allumées, des pancartes brandies. « Justice pour Malik. Plus jamais ça, on ne vous laissera pas seul. » Lefebvre prit la parole. « Ce que vous avez fait, Malik, c'est nous rappeler à tous ce que signifie la justice, ce que signifie la vérité et ce que signifie le courage. » Jeanne était là aussi, une couverture sur les épaules, les yeux rougis, mais debout. À côté d'elle, Aïcha tenait la main de son fils. Bakary se tenait derrière eux, silencieux, veillant.
Et pendant que les bougies brillaient dans la nuit, que les chants s'élevaient lentement dans l'air froid, Malik regarda sa mère, son père, Jeanne, et même Lefebvre, dont le visage fatigué portait les marques de la honte, mais aussi de la rédemption. Il se sentit enfin libre, pas simplement parce que le maître avait été arrêté, pas simplement parce que Morel allait passer le reste de sa vie derrière des barreaux, jugé non seulement pour faux et usage de faux, mais aussi pour incitation à un enlèvement. Il se sentit libre parce qu'il savait que cette ville, cette communauté, s'était levée, parce que les témoins avaient parlé, parce que les passants avaient filmé, parce que des inconnus avaient refusé de détourner les yeux. Mais alors qu'il posait la tête sur l'épaule de sa mère, une explosion retentit au loin. Un choc sourd, suivi d'un cri. Un homme masqué venait de déclencher une charge incendiaire près de la voiture de police garée à l'arrière de l'hôtel de ville. Des cris de panique s'élevèrent. Les gens se dispersèrent. Bakary dégaina son arme et se jeta vers le foyer. Lefebvre criait aux agents de sécuriser le périmètre. Malik protégea instinctivement sa mère, la couvrant de son corps. Des débris volaient. Le ciel paisible de Belle-Rivière était soudain rougi par des flammes. Un dernier complice de Lemaître, invisible jusqu'ici, venait de rappeler à tous que la haine, quand on ne l'éradique pas entièrement, peut encore frapper. Mais cette fois, Belle-Rivière ne fuirait pas. Ce soir-là, le courage ne fut pas seulement dans l'action. Il fut dans la décision collective de rester unis. Et dans le regard de Malik, qui, malgré la peur, releva la tête, bien droit, parce qu'il savait que ce combat n'était pas terminé. Mais il savait aussi qu'il ne le mènerait plus jamais seul.